bienvenue au juge Claes, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. En deux mots, donc, sa vie, ça se résume au fait qu'il a été avocat spécialisé en droit commercial pendant 20 ans, puis début des années 2000, il est devenu juge d'instruction spécialisé dans les affaires financières, donc les affaires notamment UBS, des banques UBS et des banques HSBC n'ont plus de secret pour lui, et en fait, on le nomme parfois, on le surnomme, je ne sais pas si c'est vrai, Monsieur 100 millions d'euros, parce qu'il paraît qu'il ramène en moyenne 100 millions d'euros chaque année au Trésor. Mais c'est vrai que des juges comme ça, il en manque beaucoup. C'est clair qu'il y a énormément de travail. On est dans un pays, c'était le titre de la conférence, la Belgique, pays corrompu. On a mis un point d'interrogation, mais je crois que le juge Claes va vous expliquer que c'est plutôt un point d'exclamation qu'il faut mettre après cela. Mais comme il est déjà tard, je lui cède la parole et je le remercie. D'abord, d'un point de vue tout à fait large, quand on se penche un peu dans l'Antiquité, c'est assez amusant de voir les premières dénonciations de corruption. Vous avez Platon dans La République, qui va dénoncer la corruption publique qui ont entraîné Socrate à avoir la ciguë. Vous avez des tas d'événements dans l'Antiquité qui sont tout à fait spécifiques et qu'on retrouve aujourd'hui. Par exemple, en 67 après Jésus-Christ, l'empereur romain, dans une grande forme, a convaincu le comité olympique, moyennant le paiement de 10 millions de sesterces, d'introduire dans les Jeux olympiques l'épreuve du poème et du théâtre. Et donc, cet empereur a présenté les épreuves et a été déclaré le plus grand athlète de tous les temps. Vous avez reconnu Néron, bien entendu. Peut-on dire aujourd'hui, d'ailleurs, que la corruption dans le milieu sportif existe, bien peut-on dire que les choses depuis cette époque n'ont guère changé. Mais si on plonge un peu plus tard d'ailleurs, dans un ouvrage d'Aristote qui est magnifique et qui est consacré à la corruption, celui-ci va commencer par décrire la corruption du corps. Et donc en réalité c'est le vieillissement. Mais c'est une magnifique métaphore en réalité par rapport à la société. Et c'était quelque chose qu'il faut évidemment reprendre, parce qu'il est fondamental de comprendre la démarche d'Aristote, qui va comparer en réalité cette déliquescence par rapport à la déliquescence politique. Et quand on regarde la société aujourd'hui, avant d'aborder la question de la corruption, je vais en quelque sorte faire une espèce de grande approche comme ça, et puis petit à petit faire le principe de l'entonnoir. Quand on brasse de manière générale dans le monde, le phénomène de la corruption, il faut reconnaître que ce phénomène est incroyable. Je parle véritablement de la corruption au sens presque de la molécule qui est en train de se dégrader sur le plan mondial. Et nous vivons aujourd'hui un certain nombre de phénomènes impactants que nous ne parvenons plus à maîtriser. Ça date des années 80 finalement. Et cette société qui se délite complètement, il est considéré que dans les années 80, un des premiers phénomènes impactants fut très certainement la chute du mur de Berlin. Il y a ici de toutes les générations, mais bon, moi je fais partie de la génération de ceux qui, en 89, regardaient la télévision et assistaient à cette chute du mur de Berlin, et moellon par moellon, puis c'était extraordinaire, la fin de la guerre froide. Et Rostropovitch qui interprète les suites pour violoncelle de Bach, et on était tous avec les Pink Floyd à Berlin en train de gueuler I teach us let's break the walls, c'est fabuleux! Et on avait ce sentiment merveilleux tout d'un coup qu'on allait faire déferler vers ces pays soudain libérés nos valeurs démocratiques. C'est pas ça du tout qui s'est passé. Ce sont eux qui ont apporté quelque chose qui était déjà bien en route, c'est le phénomène, en réalité, des conséquences des mafias et du blanchiment d'argent. Au point que les rachats, et je ne vous parle pas des oligarques, je vous parle des mafias, ces rachats vont se faire par 800 banques créées en Russie et qui vont répandre les investissements de l'argent sale. Et le plus simple exemple, c'est de voyager dans le sud de la France, à Nice et à Cannes. Vous savez quelle est la première langue qui est parlée
dans les magasins de luxe pour nous choquer. Et puis, déjà à l'époque, le plus grand chantage énergétique nous est imposé, et nous nous retrouvons aujourd'hui face à une situation épouvantable, où nous sommes presque en 1939, dans une situation de prémonition d'un troisième conflit. Et si le troisième conflit éclate, au moins, on peut être sûr qu'il n'y en aura pas 4. Hein. Un deuxième phénomène va vraiment corrompre totalement notre société mondiale et la Belgique. On a tous dans nos poches un assassin. Ça, c'est l'assassin du radio-réveil, de la caméra. C'est aussi l'assassin de votre vie privée. Vous savez que si vous avez souscrit les conditions de WhatsApp et si vous allez sur Google, vous avez souscrit les conditions d'accès, eh bien, toutes les données qui concernent vos messages font l'objet d'une surveillance et sont glissées dans un ordinateur pour permettre d'exploiter vos particularités dans un sens commercial. Assassin de votre vie privée. Et pas seulement. C'est aussi, de temps en temps, dans cet échange, un assassin qui permet à des jeunes de s'en prendre à d'autres jeunes, d'entraîner parfois des suicides. C'est aussi, en matière fiscale, la possibilité pour les grandes sociétés de se livrer à des opérations commerciales sans recettes fiscales, alors que nous avons besoin de ces recettes fiscales pour faire fonctionner notre société démocratique. L'enseignement, le chômage, la culture, la justice, les soins de santé, ça c'est le cyberworld. Et puis le cyberworld, c'est aussi, dans cette corruption de société, la pénétration de vos données, de nos données, à travers ce qu'on appelle les hacking. Donc, on va glisser dans vos ordinateurs, suivant la consultation de vos sites, ou le fait de vous dérober les informations des malwares, des virus. Pire que le Covid, hein, ça. Et à un certain moment, s'emparer de vos données et détourner en réalité vos ordres de paiement, par exemple, dans le cadre de hacking sur le plan bancaire. C'est la même chose pour les grandes sociétés commerciales. Et de temps en temps, vous avez, dans les sociétés commerciales, l'entrepreneur qui s'installe devant son écran, boum, tout noir. Bonjour. Vous êtes hacké. Alors vous allez nous verser, suivant nos instructions, une rançon, on appelle ça le ransomware d'ailleurs, de 50 bitcoins, sinon on détruit toutes vos données. Faites un calcul, un bitcoin varie entre 30 000 et 50 000 $. Et à partir du moment où la rançon est payée, et sachez bien que certaines sociétés sont contraintes de verser la rançon, l'argent disparaît par le système caché de ces monnaies virtuelles. Et puis vous avez d'autres techniques, le phishing. Le phishing, alors là, je suis le patron de la maison mère, je sais que dans la filiale, vous avez 50 millions de liquidités, j'en ai besoin, veuillez virer l'argent, s'il vous plaît, sur le compte de notre société à Singapour. Ah, mais non, le seul problème, c'est que c'est une interposition et que l'argent est versé, mais pas sur un compte qui est immédiatement vidé pour se retrouver dans les paradis fiscaux, et disparaît complètement. Ça, on appelle ça la fraude au président. C'est tous les jours. Et sans compter les petites escroqueries traditionnelles, où je vous regarde en souriant. Qui d'entre vous n'a pas reçu ce petit message en disant « Bonjour, tu sais, je suis coincé à Ouagadougou, ne me téléphone pas, mais envoie-moi 900 € par Western Union. » Qui n'a pas reçu ça, hein? Bon. Voilà, c'est un délitement de société épouvantable que nous ne maîtrisons plus, parce que les techniques sont devenues ingérables et incontrôlables. Imaginez-vous, les terroristes, est-ce que vous pensez qu'ils vont encore acheter du Semtex et des Kalachnikov pour nous tirer dessus et nous faire exploser, alors qu'il suffira tout simplement d'utiliser la pénétration de nos systèmes informatiques pour casser le système de communication, de virement bancaire et de sécurité. Il paraîtrait même que la Russie ait hacké l'ordinateur central des États-Unis pour favoriser l'élection de Trump. Ça alors.
Autre corruption de notre société démocratique, le dérèglement climatique, c'est une horreur. Dans 10 ans, on ne mangera plus comme on mange aujourd'hui. Les séparations entre les couches sociales vont être encore plus importantes. Et la criminalité qui accompagne ce dérèglement climatique devient ingérable également. C'est tout ce qui touche au droit de l'environnement, au respect de l'environnement, c'est-à-dire, traduisez dans mon langage, le non-respect de l'environnement. Ah, vers quoi nous dirigeons-nous? Les emplois d'énergie, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Un autre phénomène de corruption. La crise, 2008. Là, vous avez donc un certain nombre de traders qui vont tout simplement escroquer toute une série de sociétés, d'entreprises par la création d'un produit fictif qu'on appelle les subprimes. 2008, point de départ de la crise, les grandes faillites des grandes banques. Et puis les banques, qui ne sont pas en faillite, mais qui ont participé à ce phénomène d'emballement, de faire fructifier un produit qui repose sur rien, vont prendre contact avec les gouvernements en disant « D'accord, nos traders sont complètement délirés, mais si vous ne nous aidez pas, c'est la faillite et c'est l'effondrement total de notre société. » Qu'ont fait les États? 20 millions de chômeurs en Chine, hein, parce qu'un redneck ne paye pas son crédit hypothécaire aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait alors les gouvernements? Ben, ils ont tout simplement cédé, ils ont renfloué les banques. C'est épouvantable. Aujourd'hui, aucune régulation n'a été véritablement organisée pour que cela ne se reproduise plus. Et les conséquences vont être terribles. Prenez l'Italie, par exemple. Plus de confiance bancaire. Ceux qui voulaient encore lancer une entreprise vont faire appel aux organisations criminelles des mafias. 35% des prêts octroyés par les mafias. Ils ont moins de problèmes de recouvrement que les banques lui-même. 50% d'économie italienne détenue par les organisations criminelles. Et chez nous, on a quand même vécu un grand moment. La plus grande banque où on ouvrait les comptes quand on arrive à la naissance, Dexia, alors que ce soit crédit communal, Dexia, extraordinaire Dexia. Et Dexia va faire comme tout le monde. Ils vont trouver le gouvernement en disant « on est foutu. Si vous ne nous aidez pas, on est foutu. » Et Dexia est toujours aujourd'hui une bombe à retardement, d'ailleurs, par rapport à cette gestion. Et des années plus tard, on va s'apercevoir, à travers du leaks des Panama Papers, que pendant que Dexia se faisait renflouer par le gouvernement, il continuait à faire les mules de l'argent sale, de la fraude de ses clients, vers la filiale luxembourgeoise, la BIN, qui transmettait la gestion des fonds à la fiduciaire Experta et qui allait gérer tout ça chez Mossack Fonseca. Au même moment qu'on était en train de leur maintenir la tête au-dessus de nous. Si ça, c'est pas une belle corruption. Qu'est-ce qui a changé finalement chez Dexia? Un peu la structure, mais c'est le nom. Hein? Allez, c'est le Belfius. Vous avez remarqué qu'en inversant les lettres de Belfius, ça fait fusible. Un autre phénomène de corruption de nos États et de notre société, ce fut évidemment le terrorisme. Alors, s'il vous plaît, je ne veux pas entendre que le terrorisme, c'est une guerre de religion. Ça n'a strictement rien à voir. Le terrorisme, c'est une guerre économique qui nous est livrée par des États. Quand on sait que, par exemple, Daesh a été financé par le Qatar, a disposé d'un trésor de guerre de 250 milliards de dollars avant la chute militaire, et que Al-Qaïda a été financé par le trafic de cocaïne, bien sûr, mais aussi dans ces attentats, et à l'occasion de
la commémoration du 11 septembre de l'année dernière, la CIA a dévoilé une partie de ses dossiers. L'Arabie Saoudite a donc effectivement financé les attentats du 11 septembre. Aujourd'hui, qu'avons-nous fait véritablement? Par rapport au fondement même du problème de cette guerre, qu'avons-nous réalisé sur le plan de notre protection par rapport à la montée de la radicalisation et peut-être à la base même le racrapotement de la communauté musulmane sur elle-même? Très peu de choses. Nous manquons, nous, d'allant vers eux, et d'un autre côté, nous manquons véritablement en termes de sûreté de l'État, et je pèse mes mots, de véritable pénétration qui nous permettrait, à un certain moment, d'enrayer ce phénomène monstrueux. Autre phénomène. Ah! Tiens, on a pris le Covid. C'est incroyable, hein, cette petite plaie, là, tout d'un coup, et on ne gère plus rien. Quelle chance avons-nous de la fabrication de l'argent par les banques centrales? Imaginez-vous, si on n'avait pas ça, la catastrophe. Mais d'un autre côté, ça repose aussi sur du vent. Et tout ce qui est créé en termes véritablement de soutien économique, c'est quelque chose qu'il faudra rembourser. Alors certes, dans la corruption du système, il y a eu toutes les malversations des bandes organisées qui se sont fait du pognon, croyez-moi bien, à travers les masques, à travers les faux contrats pour obtenir les subsides, etc. Mais ça, finalement, c'est un peu comme d'habitude. Mais là où le bas blesse, c'est qu'en réalité, à un moment, l'argent, on va aller le chercher chez qui? Et que nous prenons pendant ce temps-là, je reviens au premier phénomène, à la guerre en Ukraine, où nous avons des spirales inflatoires qui vont monter jusqu'à 8% par mois. Vous imaginez face à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui? Alors notre corruption de société, elle va loin. Et encore un phénomène. Et là, je me rapproche petit à petit je dirais, du sujet auquel vous vous attendiez, c'est le mot corruption. C'est la pénétration, depuis les années 80, des organisations criminelles dans notre système sociétal, avec les conséquences financières que cela entraîne, par le brassage de l'argent sale. Nous sommes entièrement, aujourd'hui, mangés par ces organisations criminelles. Pour vous donner un exemple de chiffre de l'argent sale, ça, c'est beaucoup, hein. C'est pas moi qui les ai inventés, ces chiffres, hein. On va se retrouver avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Union européenne. Vous devez compter 6 à 7% du PIB brut mondial pour la corruption, dont on parlera tout à l'heure. 6 à 7% pour le blanchiment d'argent, c'est-à-dire transformer l'argent sale en argent propre. Vous avez des criminalités spécifiques, le trafic de stupéfiants, 500 milliards de dollars par an d'après les Nations Unies. En Europe, les infractions spécifiques, le carrousel de la TVA, donc c'est-à-dire le fait de braquer l'administration de la TVA dans des fausses opérations commerciales, où là on peut monter jusqu'à 200 milliards par an. La contrefaçon des produits venant notamment de Chine, en passant par Anvers, mais toujours en Europe, 350 milliards de dollars par an, trafic d'armes montant des chiffres qui peuvent approcher celui de la contrefaçon. La cybercriminalité, dont je vous ai entretenu, on dépasse largement les 350 milliards par an. Et puis toutes ces autres infractions qui rapportent l'argent sale, donc c'est-à-dire les escroqueries, la prostitution, le trafic des déchets. Je vais vous citer quelques chiffres. C'est monstrueux. Vous savez que la fraude fiscale des entrepreneurs chez nous, qui sont des gens qui ont des activités normales, restaurants, des entreprises de construction, et qui peuvent générer à un certain moment un patrimoine
non déclarés, le SPF Finance estime que l'assiette d'impôts qui échappe chaque année au fisc belge frôle les 30 milliards par an. Oui, mais les chiffres que je viens de vous citer, ce sont des chiffres annuels. Alors, pour véritablement tenter de faire comprendre l'importance du phénomène de corruption de l'État mondial, j'ai utilisé une image à un certain moment que j'avais appelée le complexe de Brahman-Sisal. Alors, vous connaissez tous le Brahman-Sisal? Bon, enfin, Brahman-Sisal, c'est un personnage. Hein. Dans une œuvre légendaire, vous avez donc un Maharaja qui s'ennuie et dit celui qui l'avait abusé, je vais me couvrir d'or et de diamants. Et le Brahman-Sisal dit je suis un vieux sage, comme la Gandhi, comme ça. Il vient chez lui, il lui fait le plus beau cadeau du monde, il lui offre le jeu d'échecs. Et le Maharaja lui dit c'est formidable. Je vais te couvrir d'or et de diamants. Et le Brahman-Sisal lui dit non, moi j'ai besoin simplement de nourriture jusqu'à la fin de mes jours. Si tu avais la gentillesse de poser 1 grain de riz sur la première case de mon jeu d'échecs, 2 grains de riz sur la deuxième, 4 grains de riz sur la troisième, 8 grains de riz sur la suivante, jusqu'à la dernière case de mon jeu d'échecs, et le Maharaja dit oh, là j'ai fait une bonne affaire. La seule chose dont il pouvait se rendre compte, c'était qu'il fallait un millénaire de culture de riz pour remplir la dernière case du Brahman-Sisal. Eh bien, l'utilité financière, c'est la même chose. Parce que les chiffres que je vous ai cités se mélangent aux chiffres des années précédentes qui ont déjà été blanchis et remis dans l'économie du site, etc. Et ce depuis maintenant une quarantaine d'années par rapport aux effets, à l'évolution technologique et la disparition des frontières économiques. Est-ce que vous vous rendez bien compte que nous n'avons plus le moindre contrôle sur l'économie parallèle qui devient peut-être la vraie économie du monde? Ça va? Alors, pour parler de la corruption au sens plus classique, et parler un peu de la Belgique. Alors là, on n'est pas bon. Il y a, sur le plan des organisations internationales, une organisation non gouvernementale qui est Transparency International, qui a été fondée à Berlin, et qui notamment étudie les techniques de la corruption, mais également le classement des pays par rapport à l'intensité de la corruption au sein de ces pays. Alors là, je peux vous dire une chose. La Nouvelle-Zélande, magnifique. Le Danemark, magnifique. La Finlande, magnifique. La Suisse, Singapour, pas mal. Mais quand on descend, et qu'on descend, et qu'on descend, on s'aperçoit que notre place n'est quand même pas bonne. Par rapport à l'appréciation de la Nouvelle-Zélande, par rapport à la Belgique, nous descendons quand même en dessous des 20 pays. Bon, je ne vous parlerai pas du Congo, de la Somalie et autres, ça c'est évidemment un autre débat. Mais ce phénomène de la corruption mondiale, nous n'y échappons pas. La corruption mondiale, si vous voulez, si on se retourne un instant, est-ce que vous imaginez l'hémisphère? Au-dessus de nous, il y a la Russie, entièrement corrompue, totalement. Et d'ailleurs, la situation dans laquelle Poutine se trouve est relativement étonnante, que 10 familles d'oligarques aient été assassinées avec leurs enfants en disant que c'est un horrible suicide. Descendez, la Turquie, pays totalement corrompu. On part vers du pays plus à l'Orient, la Malaisie, le gouvernement tombe pour corruption. Les Philippines, totalement corrompues. Puis on reprend, on va en Afrique, regardez un petit peu ce qui se passe. Notre pays d'attache. On ne nous le rendra pas. Hein. Mais
sont les plus magnifiques tapis de matières premières, de richesses extraordinaires, de diamants, d'or. Le Congo ne peut pas donner à ses enfants le confort et l'éducation à cause de la corruption qui leur est imposée par un système mondial et exploité par les dirigeants. On parle de l'Amérique latine, c'est idéal. Quel est le pays d'Amérique latine qu'on peut mettre en évidence dans le sens d'une parfaite démocratie non corrompue? Aucun. Le Mexique. Le Mexique. 17 journalistes assassinés en 3 ans pour avoir dénoncé la corruption des magistrats et des policiers en rapport avec les cartels. Aux États-Unis. Vous ne trouvez pas étonnant que George Bush Jr. ait inventé les armes de destruction massive pour justifier la guerre en Irak au profit des entreprises américaines de pétrole et d'armement. On peut se dire, l'Europe, ça va? Ouais. Ouais. Dans l'Europe, la Roumanie, la Bulgarie, ça va pas. Prenez Malte, quelle jolie destination dans l'eau week-end. C'est beau la bête. Il y a une dizaine d'années, une journaliste avait travaillé activement pour dénoncer la corruption publique de l'État maltais. Malte, c'est 2 heures d'avion, c'est l'euro et c'est l'Europe. Et Daphne Galizia a introduit un jour, après 50 procès en diffamation contre elle, elle tient bon, elle tient tellement bon, qu'un jour elle rentre dans sa voiture, elle met le moteur en marche, elle saute, elle meurt. Aucune enquête digne de ce nom n'a été menée concernant son assassinat. En Slovaquie, imaginez-vous aussi, qu'à un certain moment, un journaliste dénonce les rapports entre l'État slovaque et la Ndrangheta, qui est la pire des organisations criminelles de type mafieux en Italie, assassiné en brûlé avec sa femme. Ça, c'est l'Europe. Et chez nous, j'avais dit, on fait maintenant. Mais chez nous, écoutez, nous avons quelques règles. Alors, ces règles, c'est simple. C'est le code pénal. Et les infractions de corruption, vous allez le retrouver d'ailleurs dans le droit congolais, c'est quasiment, ce sont les mêmes articles. Alors, la corruption, article 246 du code pénal, est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou d'accepter directement ou par interposition de personnes une offre, une promesse ou un avantage de toute nature pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247. Est constitutif de corruption active le fait de proposer directement ou par interposition de personnes à une personne exerçant une fonction publique une offre de promesse ou un avantage de toute nature pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés, toujours dans l'article 247. Alors, sont visés de manière large les fonctionnaires au niveau fédéral, régional, communautaire, provincial, communal, les ministres, les magistrats, les officiers publics, les mandataires élus, jusqu'aux plus humbles fonctionnaires, comme les personnes qui se sont portées candidates à une fonction publique ou se font passer pour titulaires de l'une d'elles. La loi étend son champ d'application aux mandataires publics et aux fonctionnaires étrangers ou internationaux. Ça vise l'argent. Alors, ça, c'est la corruption publique. Mais on a introduit dans notre code pénal aussi la corruption privée. L'article 504 bis est constitutif de corruption privée, passive, le fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, de solliciter ou d'accepter directement par interposition de personne une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers,
etc., donc en réalité, se retrouvent dans les mêmes positions que dans la corruption publique, mais dans les sociétés, dans les entreprises. Proche de ces infractions, vous devez aussi joindre ce qu'on appelle la prise d'intérêt, donc c'est-à-dire vous profitez d'une position pour favoriser un membre de votre famille, un ami ou autre dans le cadre de la négociation d'un contrat. Ah. La loi, c'est la loi. Les forces doivent rester à la loi. La question est de savoir si la loi, malheureusement, nous avons assez de force que pour pouvoir l'appliquer par rapport à peut-être une société difficile dans laquelle nous nous trouvons. Ça, c'est toute la question qui est posée. C'est vrai que j'ai dit, à un moment, que la Belgique est un pays corrompu. Je signe et je resigne. Le problème de la corruption, c'est la détection de l'infraction. Pourquoi? Parce que vous avez quelqu'un qui veut ça, et l'autre qui le lui donne. Deux personnes. C'est le secret. Donc, pour tenter de détecter l'existence des infractions de corruption, c'est pas facile. Et pourtant, de temps en temps, ça marche. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est assez énorme. Nous avons, dans le cadre de détection des infractions de corruption, une institution qu'on appelle la cellule d'étude de traitement des informations financières, où les professionnels du chiffre ont l'obligation de déclarer ce qu'ils estiment être peut-être une opération de blanchiment. La corruption, il y a un produit d'infraction, et forcément, à un moment, il y a le blanchiment de ce produit d'infraction. Idem avec la drogue, idem ça. À un moment, il faut quand même que, quand on a un montant, il faut quand même qu'on puisse le mettre au vu et au su de tout le monde. Et heureusement, il y a de temps en temps des gens qui sont maladroits et qui vont passer par des professionnels du chiffre pour tenter de blanchir l'argent, et là, ils vont se faire choper. Déclaration de suspicion à la CETIF déclare au parquet, le parquet s'en empare, et on vise évidemment notamment les personnes à risque, c'est-à-dire notamment les personnes politiques, pour vérifier ce qui se passe avec une collaboration internationale de ce qu'on appelle FIU, c'est-à-dire la même chose que la CETIF dans les autres pays. C'est comme ça. Par exemple, quand j'ai eu un dossier de corruption publique avec un ancien ministre wallon, qui, sur base d'une dénonciation, a corrompu un premier ministre africain en vue d'obtenir un marché. La personne ayant été inquiétée, son nom a été donné en pâture au FIU, c'est-à-dire ces fameuses institutions chargées de dénoncer. Et c'est comme ça, tout d'un coup, qu'un jour, j'ai reçu sur mon bureau un rapport de la FIU luxembourgeoise, nous signalant que le même ancien ministre avait notamment retiré 500 000 euros de liquide d'un compte à Luxembourg, provenant d'un compte en Suisse. Je me suis précipité vers la Suisse, et c'est à ce moment-là que nous nous sommes aperçus, effectivement, que la réputation de ce fameux ancien ministre bourgmestre d'une commune du Brabant wallon, qu'on appelle M. 10%, eh bien oui, c'était bien ça. 5 millions d'euros en quelques années de placement en Suisse. Vous voyez que ça marche de temps en temps. Cellule de traitement des informations financières, les déclarations de suspicion des professionnels du chiffre. Et puis il y a, dans les détections des infractions, des personnes qui, dans les administrations ou dans les sociétés, vont constater l'existence d'une irrégularité. Et ils vont la dénoncer. Le problème, c'est que, quand on est dans une administration, on peut éventuellement le faire sous le couvert de l'article 29 du Code d'instruction criminelle. Mais quand on est dans une société privée, alors là, on prend des risques. On appelle
appelle ça les lanceurs d'alerte. Whistleblowers en anglais. Whistleblowers Act aux États-Unis, ils sont protégés. En France, ils sont protégés. Chez nous, on est en train de travailler. On tarde pour qu'il y ait une protection à l'organisation en réalité de ces fameuses déclarations de soupçons par rapport à l'existence d'éléments de corruption. On est en retard. Et où en sommes-nous dans la situation du portrait de la Belgique actuellement en termes de corruption? Alors, je peux vous donner quelques exemples en matière de corruption publique. Pour commencer, dans les dossiers que je traite, comme tous mes collègues, dans toute la Belgique, on vient récemment d'intercepter un fonctionnaire d'une administration qui reçoit 50 000 € pour favoriser un entrepreneur dans un marché public, en tripotant le marché public. Arrestation il y a 1 mois et demi. Et c'est comme ça tout le temps. J'ai mis en charge d'un dossier d'une commune bruxelloise. Je voudrais vous dire une chose. Je crains malheureusement que ce soit le cas de toutes les communes du royaume. Très simple. Vous avez des intermédiaires de certains milieux d'origine, roumains, syriens, albanais, qui vont proposer à ceux qui nous rejoignent de pouvoir s'installer chez nous moyennant ce qu'on appelle l'annexe 19, qui est donc l'annexe qu'on remplit dans laquelle on a un contrat de travail. Et donc on peut habiter, faire vivre sa famille, bénéficier de la sécurité sociale, etc., à condition d'avoir le contrat et une habitation, et moyennant la corruption de la police zonale, fausse adresse, pas de contrat, une limite aux fonctionnaires communaux. Même commune. Si vous voulez un permis de conduire belge, et que vous venez de l'étranger, vous devez montrer un permis de conduire de l'étranger. Ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave. Moyennant 3 000 €, on va vous en créer un tout seul. Tout à fait. Avec une déclaration en disant que, ben voilà, en 2019, 2020, 2021, 2022, pour cette commune, et je vais arrêter les dégâts, nous en sommes à 4 000 faux permis de conduire, sauf que un permis de conduire poids lourd, c'est 10 000 €. Et puis, il y a les faux documents d'identité. Voilà. On change d'identité, c'est pas un problème. Il y a tout un truc pour que ça se fasse facilement, idem pour les passeports. 14 fonctionnaires impliqués, la police impliquée. Je m'en arrêterai là parce que les autres, c'est pas encore sorti. Et dans l'analyse des téléphones que nous avons, nous nous rendons compte que ce système est fait exactement de la même manière dans d'autres communes bruxelloises. Un peu comme si c'était une habitude installée. Et à Charleroi. Et je suis sûr que si on gratte encore, on va arriver ici. Hein. Vous imaginez que c'est tout un système qui tient par cela. Les affaires liégeoises, tiens, parlons-en. Mais peu. Vous êtes des lecteurs de journaux comme moi, je ne connais pas les dossiers, mais vous allez bien effectivement constater qu'il existe une véritable pieuvre dans laquelle les tentacules se mêlent entre les corruptions des uns, les prises de position de partis politiques, surtout un. Je fais un clin d'œil à Marseille, mais pareil dans le littré, on va appeler corruption de manière différente, ce sera désormais avec PS. Mais c'est épouvantable, je pense qu'il faut d'arrière assainir tout cela sous peine d'un effondrement total des choses. Alors cette corruption est omniprésente sur le plan de la corruption publique, et je pourrais vous en entretenir pendant des heures. Et vous avez la corruption privée. La corruption privée, c'est magnifique. Un exemple, un seul, sinon j'en ai pour la nuit. Hein. Quand vous avez un bon joueur de football, il suffit tout simplement
de donner un bon Trinkgeld à un directeur sportif d'un club pour tout simplement qu'il ait un meilleur statut sur le plan du club, ou peut-être à l'arbitre et à une équipe et à l'autre équipe pour que le match devienne truqué et permettre les paris, comme on l'a détecté, où les paris vont jusqu'en Chine. Un exemple parmi tant d'autres. Alors, sommes-nous des bons élèves en Belgique? La réponse est non. J'appartiens au Conseil de l'Europe comme expert au groupe de répression de la corruption. Le groupe de répression de la corruption, c'est une institution qui est chargée d'évaluer les États par rapport à la situation dans laquelle les États se trouvent, dans les différentes fonctions des États, les différentes structures de l'État en matière de lutte contre la corruption. En 2019, j'étais chargé d'évaluer la France. J'ai rencontré le chef de cabinet Macron, le ministre de l'Intérieur, les hautes autorités de la police, les syndicats de la police. J'ai eu droit véritablement, avec les autres experts, à un panel global. Et nous sommes arrivés à la conclusion que notamment la France était remarquablement bien battue en termes normatifs après l'affaire Cahuzac, ce qu'on appelle les lois Sapin. Ils ont créé notamment l'Agence française anticorruption, qu'on ne parle pas chez nous, et notamment une plus grande transparence des biens de l'État, des biens appartenant aux personnes qui appartiennent aux hautes autorités de l'État. Et nous avions déterminé 18 recommandations en disant qu'on pourrait faire mieux en allant vers ces recommandations. Et on s'est retrouvé en audience plénière du Conseil de l'Europe à Strasbourg, et le haut patron de la police est venu chez nous en disant, écoutez, sur vos 18 recommandations, il y en a 16 qui sont déjà exécutées. Les 2 dernières nécessitent une réforme législative, il faudra un peu plus de temps, mais nous sommes d'accord. Au même moment, la Belgique est évaluée. 22 recommandations qui s'ajoutent à les recommandations antérieures. Nous sommes à 33 recommandations. La Belgique doit réagir, date ultime, le 20 juin 2021. Savez-vous combien de recommandations ont été exécutées sur les 33? 2. Ça, c'est la Belgique. Alors, nous avons un système policier. Les offices centraux ont l'Office central de lutte contre la corruption, le CRC, avec qui je travaille tout le temps. Et ce sont des policiers engagés. Mais le problème, mesdames et messieurs, c'est que nous sommes en sous-effectif et que nous sommes en sous-possibilité matérielle de travailler. Notamment, nous avons besoin, pour lutter contre ces phénomènes, quels qu'ils soient d'ailleurs dans les grandes fraudes, de matériel informatique dont nous ne disposons plus, en tout cas nous ne disposons pas de manière digne pour lutter contre les phénomènes. Sauf que, tout d'un coup, nos policiers enquêtent sur le port d'Anvers, corruption à tous les niveaux, hein. Les fonctionnaires, la police, les douaniers et les dockers. Ce sont des tonnes de cocaïne, des tonnes de contrefaçons qui passent tout le temps par le port d'Anvers. Et là, dans une enquête, il y a une petite bande de cyberpoulets, je vous permettez l'expression. En bruxellois, on appelle ça skater quelque chose, donc c'est-à-dire faire sauter quelque chose. Ils vont faire sauter un loquet qui est en réalité la pénétration d'un serveur d'une société canadienne qui s'appelle Sky ICC, dans lequel tout d'un coup, on va avoir accès à 1 milliard de données impliquant les rapports entre les membres des organisations criminelles, notamment dans la cocaïne et autres, avec des noms de policiers, etc. Une victoire de la Pyrrhus parce que la moitié des forces policières vont être engagées à la lecture des messages, et donc nous n'avons plus la possibilité d'enquêter de manière telle qu'aujourd'hui, quand je demande dans un nouveau dossier à avoir des enquêteurs, on ne les a pas. Vous ne les aurez pas, donc il faut classer le dossier. C'est un délit de justice totale. Est-ce que vous vous rendez compte de l'immensité du phénomène de ces organisations criminelles, la plupart d'origine albanaise actuellement, mais chinoises? L'éternel Cosa Nostra, toujours présent, et qui s'acoquine avec les Chinois dans le cadre de la fraude TVA et des douanes dans le port d'Anvers. On a tout. Les policiers qui tombent, en tout cas, une petite goutte qui permet d'imaginer
l'immensité du phénomène. Mais ça fait, depuis 2013, que nous tirons la sonnette d'alarme, avec notamment une recommandation de l'Union européenne, en disant, cette recommandation, je devrais vous la lire, il faudrait 1 heure, je vous y rejoins. Allez sur le net, regardez-la. Le préambule de cette recommandation dit « Les organisations criminelles deviennent transfrontalières, nous ne maîtrisons plus leur influence et les conséquences du blanchiment d'argent qui en découlent. » On est en 2013. Et nous, les professionnels, on ramasse tous les dossiers, possibles et imaginables. Et vous m'avez peut-être entendu dans la presse plusieurs fois prendre la parole en disant « Les choses ne vont pas ». Et puis voilà qu'un autre magistrat, donc le procureur général de Mons, Ignacio de la Serna, va dire la même chose. Que le procureur fédéral, M. Frédéric Vallée, va dire la même chose. Et il y a 2 mois, je me retrouve devant ma télévision, et c'est le dernier phénomène impactant du délitement de notre société en termes de corruption. Je vois M. Pascal Drébos interroger Alexander De Croo en lui disant « Vous vous rendez compte, Monsieur le Premier ministre, 3 magistrats, et pas n'importe lesquels, tirent la sonnette d'alarme par rapport à la présence des organisations criminelles et les conséquences en termes économiques qu'elles entraînent. » Vous savez ce que Alexander De Croo lui a répondu? Qu'il le prouve. Et ça, c'est le dernier phénomène impactant, j'en reviens au début de mon intervention. Nous sommes dans une société politique, inconsciente, corrompue intellectuellement, à tout le moins, et complice. Finalement, pour terminer, j'aime bien ce proverbe africain qui s'adapte bien à la criminalité financière, qui dit « Le voleur, c'est celui qui est pris ». Je pense qu'il y a beaucoup de voleurs, mais il y en a peu qui se sont fait prendre. Et puis toujours, par rapport à cet argent auquel nous allons devoir rendre des comptes. Colbert, le superintendant des finances, en Louis XIV, disait à Sa Majesté « Sire, il faut taxer les pauvres, parce qu'ils sont plus nombreux. » Bonsoir les pauvres. Je vais faire un trait d'humour, mais je ne le ferai pas parce que ça n'y porte pas. Mais vous n'avez pas de garde du corps. Ben non. J'ai déjà été 4 fois sous protection. Ça va un peu dans votre sens. Mais là, en permanence, non. Oui, monsieur. Ah, pardon. Mais, monsieur Albert. Allez. J'ai eu le plaisir d'entendre le président de la CETIF il y a quelques années et qui racontait que les professionnels du chiffre faisaient effectivement des déclarations auprès des services, que ça faisait un gros tas sur les bureaux, qu'une partie du tas était déjà mis à la poubelle dans les services du CETIF parce qu'on n'avait pas le temps d'aller plus loin, et que ce qui était renvoyé dans les parquets faisait aussi merveille dans les poubelles parce qu'ils n'avaient pas le temps de gérer ça. Est-ce qu'il n'y a pas un essoufflement? Et il ne faut pas criminaliser les professeurs du chiffre, mais ça les obsède en disant « mais je devrais dire ça », comme les banquiers d'ailleurs. Les banquiers, dès qu'ils sentent que ça pue un peu, ils déclarent au CETIF. La Banque nationale, en juin 2021, a fait des recommandations vis-à-vis des banquiers en disant chaque fois qu'il y a un doute, hop, il faut déclarer. Quand vous avez donné la réponse en soufflant. La Banque nationale, c'est pas bon, hein. Enfin, Les banques, oui. Les banques, oui. Oui. Les banques, oui. Mais il y a dans les déclarations des professionnels du chiffre un peu de tout, hein. Alors, effectivement, ce sont les établissements bancaires qui sont à la tête. C'est, disons, 12 000 déclarations par an, plus ou moins, sur des millions d'opérations par jour. Les notaires, ça dépasse, il y a quand même moins de notaires et moins d'opérations.
ils sont plus ou moins à 800 opérations, à 800 déclarations de suspicion par an, donc c'est un chiffre énorme par rapport à leur nombre. Les casinos dénoncent pas mal. Et puis alors, dans les statistiques, on descend. Les experts comptables, il y en a 18 000, donc c'est-à-dire beaucoup plus que des notaires. Et puis il y a 500 déclarations de suspicion par an. Les avocats, c'est 3, 4, 8. Les diamantaires, 3, 4. Les conseillers en investissement, 0. Oui, mais ça marche, en déclaration de suspicion. Mais là où c'est sans doute M. Jean-Claude Delpierre que vous avez entendu comme patron de la CETIF, et nous avons donné combien de conférences ensemble, il a raison sur un point. Donc, c'est-à-dire, c'est analysé par la CETIF, il y a un tri qui est fait, donc c'est passé un tamis d'examen avec l'administration fiscale, et puis il y a un certain nombre de dossiers qui sont transférés dans les parquets. Vous devez compter 90% de classement sans suite par manque de moyens. Je termine juste là-dessus. Dans le débat que se fait parfois les avocats et les professionnels du chiffre, on parle de fraude grave organisée. Et dans la mesure où ce n'est pas une fraude grave organisée, bon, on n'en parle pas et ça ne fait pas l'objet de déclaration. Et c'est normal. La notion de fraude grave organisée n'est pas clairement définie non plus. Elle n'est pas clairement définie, mais depuis la loi du 5 mai 2019, par rapport à une meilleure approche de la faute grave, la fraude fiscale grave ou organisée, avec un arrêté royal qui donne un certain nombre d'exemples, avec l'obligation pour les parquets et l'administration fiscale de prendre ce qu'on appelle une décision pour savoir qui va gérer la fraude au regard d'une règle qu'on appelle non bis in idem et una via. Donc là, les choses sont en cours pour tenter d'un petit peu rationaliser tout cela, sachant que la fraude fiscale simple, faites réparer votre salle de bain, le plombier va quand même vous dire c'est autant et sans facture, hein. Bon, ça c'est la fraude fiscale simple, mais cette fraude-là échappe à la loi sur le blanchiment d'argent. Tandis que ce dont on a parlé tout à l'heure par rapport à la CETIF, il faut une fraude fiscale grave ou organisée pour qu'il y ait blanchiment, éventuellement une prise en main de la situation. Alors, il faut faire appel à du bon sens. Il y a une question de proportionnalité dans la fraude pour apprécier sa gravité et son organisation, notamment de fait de passer par des sociétés, des personnes morales directes ou d'interposition et des éléments internationaux. Donc en réalité, c'est pas si complexe. Et le seul problème, c'est que gouverné toujours par une bande de gens qui n'ont absolument aucune conscience de la réalité, dans cette même loi, ils ont donc décidé que le juge pénal en matière correctionnelle qui reçoit un dossier de fraude fiscale grave organisée va faire en réalité également la décision fiscale, donc c'est-à-dire le redressement fiscal qui s'y attache. Mais c'est pas son métier, c'est pas sa formation. Alors qu'il existe un tribunal fiscal de juges fiscaux. Et donc on a regardé le législateur en disant « Oh, oh !» Donc tout ça va passer à la trappe. On est mal gouverné, vous savez. Nos politiciens savent très bien qu'on est super endettés, ils parlent surtout de la Wallonie. Est-ce que les lois pandémiques qu'ils ont votées, ce n'est pas pour récupérer l'argent qu'ils ne savent plus rattraper, qui s'évade, sur justement le patrimoine qui se trouve ici, sur le contribuable qui, lui, doit tout déclarer? C'est le principe de Colbert. Des pauvres, beaucoup. Oui, Christine? Oui, vous avez donné des chiffres pour la fraude fiscale des entrepreneurs. Hein. Est-ce que celle vraiment des professionnels de la finance n'est pas encore beaucoup plus impressionnante? Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est que la plupart du temps, ces gens sont organisés dans ce qu'on appelle l'ingénierie fiscale, qui est parfaitement licite, avec une pondération qui a été faite dans les appréciations des structures agressives de l'abus fiscal, mais ça reste encore dans le domaine du droit non criminel, non pénal, ça reste dans le droit donc de la discussion fiscale. Et donc, en réalité, vous avez l'évasion fiscale licite est estimée à 200 milliards par an en Belgique. Et illicite, 30 milliards. Et donc, en réalité, une multinationale paiera toujours moins d'impôts que n'importe qui d'entre nous. Oui. Ça va,
Christine, Oui, j'avais une autre question sur l'économie parallèle. Parce que, en fait, il y a différentes définitions de l'économie parallèle. L'économie parallèle, ça peut être aussi les vendeurs de lacets dans la rue, quoi. Mais l'économie parallèle, c'est tout simplement à certains moments la violation d'une règle pénale. Lorsque le plombier ne vous donne pas de facture, c'est une sanction pénale auquel il pourrait être confronté, en théorie. On n'a évidemment pas les moyens, l'administration fiscale peut s'en charger, etc. Mais la simple fraude fiscale est déjà punie. Donc, le vendeur de lacets dans la rue, etc., etc. Tout ça techniquement existe déjà en termes de criminalité, mais bon, vous devez vous imaginer que ce qu'il faut apprécier, c'est l'opportunité des poursuites, et notamment maintenant, d'autant plus avec le problème auquel nous sommes confrontés par rapport à la disparition des forces de police. La police fédérale est en faillite, hein, on ne va pas dire le contraire. Et de se dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le voleur, c'est celui qui est pris. J'ai deux petites questions. La première, c'est comment parvenez-vous à rester zen, apparemment, face à ce merveilleux paysage mondial et belge en particulier? Ma deuxième question, sur le belge en particulier, mais qui peut se généraliser au monde, enfin, à tous les pays susceptibles de corruption et autres organisations criminelles. Est-ce que vous seriez d'accord pour affirmer, comme moi, qu'il n'y a plus d'état de droit par rapport à tout ça, mais par rapport aussi à la puissance financière des organisations criminelles et de certaines sociétés privées, pour ne citer que les GAFA et Big Pharma? Voilà. Réponse à la deuxième question, c'est évidemment tout le sens du discours que j'ai tenu ce soir, donc la réponse est oui. Quant à la première question, vous devez vous dire une chose, je suis zen pour plusieurs raisons. Donc, parce que d'abord, je dois vous dire que je fais un métier formidable et que je rencontre des gens formidables qui sont notamment mes policiers et mes collègues au parquet, ce sont des bûcheurs, parce que j'ai toujours le sentiment que les magistrats, c'est des fainéants. Il faut arrêter avec ça. Et puis peut-être, de temps en temps, un abus de vin rouge que j'aime bien, qui me permet de me détendre. Voilà. Notamment. Mais madame avait demandé la parole, alors est-ce que vous êtes prêts? Ah non, ok, ça va. Allez-y. Vous connaissez tous l'état des routes, principalement en Wallonie. Enfin, je parle ici de ce que nous connaissons. Même le bon feu ministre d'Ardennes s'en était inquiété en circulant un jour en moto derrière un pilote expérimenté pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup de trous. Non, je surfais là-dessus parce que c'est bien connu qu'au niveau des corruptions, il y a pas mal de magouilles qui se passent en ce qu'on appelle des tarmaqueurs, le monde des entrepreneurs, des chaussées, des routes, etc. Il y a déjà même eu des dossiers qui mettaient en cause ICEP notamment, chargé de procéder à la mesure. On s'arrangeait aussi pour que tel tronçon ait le bon gabarit, etc. Et sans mettre plus loin, ça n'allait plus. Je trouve que les routes sont très mauvaises, on les repaye. Est-ce que vous avez déjà eu dans votre carrière l'occasion de vous frotter à ce milieu-là? Parce que d'un côté, c'est le monde public et c'est le monde privé. Oui. C'est connu que les entrepreneurs s'arrangent souvent entre eux pour des remises de... Oui, tout à fait, mais pas du côté des routes wallonnes. Ça, c'est pas mon arrondissement, c'est pas mon ressort, comme on dit. Et d'autre part, par contre, dans ce type de fonctionnement, oui, bien entendu, et nous avons des problèmes actuellement. La fraude sociale, à titre d'exemple, dans le fonctionnement des sociétés, est en train de dépasser en impact la fraude fiscale. Donc nous sommes confrontés à des problèmes, notamment dans les grandes entreprises, qui vont passer par des engagements de ce qu'on appelle les Portugais de Sao Paulo. Hein. Donc, c'est-à-dire, vous avez une filière brésilienne, filière roumaine, filière bulgare de travailleurs qui vont être tout simplement dans la fraude la plus totale, moyennant une immensité de phénomènes aussi de corruption administrative. Vous savez que les bâtiments de l'ONSS à Bruxelles ont été construits par des gens venus du Brésil sans être déclarés. Hein. Donc, voilà, donc très certainement, c'est ainsi la situation globale actuelle. Vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui de grande criminalité avec des organisations criminelles qui ne sont pas nécessairement les mafias, hein, avec les tueurs, etc. Quoique elles sont là, dans le milieu de la drogue notamment, mais aussi dans ces domaines-là. Pour moi, ce sont des organisations criminelles
d'une totale et même envergure, ça ne peut pas fonctionner sans corruption. Et elle est présente à tous les niveaux de notre nation. J'avais fait cet article dans la Libre, 155 000 vues en 2 jours. J'étais vraiment très favorablement surpris en disant tiens, le citoyen est-il intéressé enfin par le sujet. Et toujours Pascal Vrébos a devant lui un ministre, c'était qui? Jehelet, ah oui. Ah, monsieur Jehelet, le juge Claise a dit hier dans une interview que la Belgique était un pays corrompu. Je lui ai interdit de dire que la classe politique est corrompue. Et Vrébos de lui dire, mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'on parle d'un pays dans lequel, avec éventuellement la classe politique, des exemples, vous savez, j'ai encore inculpé un échevin il n'y a pas longtemps pour des prises d'intérêt. C'est tout le temps. Bon. Et vous savez ce qu'il a osé dire après? Ah, et le juge Claes ne peut pas dire ça, il fait le lit de l'extrême droite et de l'extrême gauche. My God! C'est pas malin, hein? C'est pas malin. Et alors j'avais un jour reçu un petit mot très gentil d'un membre du MR qui me dit « Vous voulez pas passer par mon bureau, je rediscutais avec vous pour un assainissement d'économie en région wallonne. » Et je vais dans le bureau de Jean-Luc Cruc. Je fais la connaissance de quelqu'un qui me plaît, parce qu'il a des volontés qui rejoignent les miennes. Et pendant 1 an et demi, il va travailler sur des pistes que je vais lui donner, puis d'autres pistes fiscales. Il sort son fameux décret pour lutter contre l'injustice fiscale. Et puis il me téléphone en disant « Vous connaissez pas la meilleure? Le PS, Écolo, PTB, tous d'accord avec moi, et ce sont mes néolibéraux qui me coupent la tête. » quoi. Regardez, maintenant, il a dû quitter ses fonctions. Hein. Ça, c'est ce que j'appelle la corruption intellectuelle. Un sentiment que je voudrais exprimer, c'est que tout ce que vous avez dit là, eh ben, il y a de quoi se sentir un petit peu abattu. Hein, parce qu'on se sent radicalement, totalement, comme le citoyen a fait, comme moi là, chez moi, incapable de faire quoi que ce soit. Sauf de s'informer en vous écoutant, par exemple. Mais à part ça, les moyens d'analyse immenses, moyens d'action. Je crois pour nous tous ici, on peut constater que c'est à peu près zéro. Voilà. C'est pas un motif pour se laisser abattre, mais en fait, c'est comme ça que je le sens, parce qu'il y a beaucoup de choses. Faudra peut-être faire la révolution un jour. Faudra peut-être faire la révolution un jour. Et alors surtout, c'est ce que je dis, on me dit qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis mais écoutez, vous avez les jeunes qui se mobilisent et descendent dans la rue pour le climat. Et à la veille des précédentes élections, ils sont tellement présents dans la rue que tout d'un coup, les partis les plus étranges vont mettre l'écologie en tête, en disant vous avez raison, etc. Parce qu'il y a eu ce mouvement de type populaire et jeune, et les gilets jaunes aussi. Eh bien, j'aimerais bien que que ces manifestations, si vous voulez, se fassent aussi au nom de l'assainissement de l'économie, pour essayer de faire bouger le monde politique, parce que c'est là que le bât blesse. Moi, j'ai participé, je suis expert à la commission des finances de la Chambre. J'ai apporté ô combien de fois des programmes de lutte proactive contre les choses que je vous ai dénoncées tout à l'heure. Rien n'a été suivi des faits. J'étais à la Chambre comme expert, et même au Parlement européen, suite au scandale Panama Papers. Rien n'a été fait, et j'étais avec le patron de la CETIF aussi. Rien n'a été fait par rapport à ce que nous avions préconisé. Et on n'a pas de découragement, mais on le constate, et finalement on finit par en rire. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs que dans le rapport, le président de la commission Panama Papers, qui est Ahmed Lawedge, au PS, qui est un type formidable, a refusé de signer le rapport final parce que la majorité néolibérale ne l'avait pas suivi, ne nous avait pas suivi les experts dans les recommandations que nous avons faites. Voilà, donc on en est là. Parce qu'il y a aussi la différence entre certains discours, et notamment sur les banques après la grosse crise où elles ont failli nous noyer tous. On allait faire ce qu'on allait faire avec les banques, on allait réglementer, on allait faire ceci, on allait faire cela. Et maintenant, on va s'attaquer à la fraude fiscale et le blanchiment et la levée du secret bancaire et tout ça. Et puis voilà, 15 ans après, on voit quand même très peu de choses. Même à 15 ans après, vous aviez encore... J'en reviens toujours à Pascal Vrébos, il me fait rire. Donc, j'avais aussi donné une interview sur le phénomène des 30 milliards il y a 1 an. Et donc, il avait Paul Magnette devant lui. Et il dit à Paul Magnette, regarde un petit peu ce que le juge dit. Et Paul Magnette, alors que la Vivaldi a supprimé le secrétariat d'État à la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Hein.
Alors, c'est les va-t-en-guerre qui mettent le fusil dans l'armoire et qui ferment la porte. Hein. Et donc, mais vous allez voir, on va renforcer le SPF Finance, etc. Nous sommes 1 an plus tard, broquette. Et on va récupérer, vous allez voir, 1 milliard. Broquette. Et en plus de ça, je le trouvais quand même à 1 milliard, avec peu d'ambition, sachant que c'est 30 milliards qui partent. Et puis, et le juge Claes semble ignorer que nous avons une collaboration internationale au sein des administrations fiscales, où la communication des informations. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Évidemment, tout le monde connaît ça. Alors, vous voulez tous les trucs pour passer au-dessus? C'est une facilité dérisoire. Et bien, sur ce coup-là, j'ai trouvé qu'il avait inventé ni l'eau chaude, ni le moyen de la refroidir. Hein. Oui. Oui, il n'y a personne d'autre. Oui, vous parliez tantôt que les gens devraient peut-être un peu bouger, mais dès qu'on dit quelque chose, ils ont trouvé la parade maintenant. Tout ce qui va contre leur pensée, ça sera lié à l'extrême droite. Mais en fait, ce qui se passe réellement, c'est qu'ils agissent comme l'extrême droite a agi avant la guerre. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a quand même l'extrême droite, j'irais même plus loin, le néonazisme a changé de nom. Il est plutôt au centre droit ou vers la gauche, mais les idées, elles sont là. Et c'est un peu ça que, quand la dame ici à côté disait, bah oui, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire grand-chose. Mais déjà, le fait d'être informé, les informations que vous nous donnez, ça nous permet déjà de voir pourquoi on souffre et pourquoi on va encore souffrir. Parce que j'ai eu une prise de tête, il n'y a pas tellement longtemps, avec quelqu'un qui avait les mêmes idées fondamentales que moi. Mais le problème, c'est qu'il ne s'informait pas. Donc, tu vas chercher tes idées sur le net, tu vas faire tri, et tout ça. Mais les vraies informations ne sont pas non plus sur les médias mainstream, parce qu'ils sont déjà achetés. On peut parler de corruption, il y a des conflits d'intérêts aussi. Donc ces gens se font... Oui, ils ont une intuition, et je crois que la plupart des gens ont cette intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Mais le problème, c'est qu'on fait fi de l'histoire, parce que vous avez commencé l'histoire de la corruption par la Grèce, etc. Donc, parce que, justement, les gens n'ont plus de mémoire. Et c'est ça le drame à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui sont dans la rue, qui bougent. Et en plus, quand, je vais dire, on est content de les montrer à la télévision et dire, vous voyez, c'était encore l'extrême droite. Alors, la plupart des gens qui étaient là, c'était pas d'extrême droite. Oui. Et puis, monsieur le président. Attends, monsieur avait levé. En fait, je voulais vous poser la question de l'évolution de la faiblesse des moyens financiers, des moyens de la lutte accordés à la lutte contre la délinquance financière. Est-ce que c'est un mouvement qui s'aggrave depuis un nombre d'années considérable? Est-ce qu'à un moment donné, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, les choses allaient moins mal? Et dans quelle mesure, finalement, tout ça ne résulte pas simplement d'une volonté politique consistant tout simplement à diminuer les moyens des services publics, dont notamment la justice? Je vais vous donner un exemple. Pour moi, un de mes outils majeurs de lutte contre la délinquance financière, c'est un office central qui s'appelle l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, en abrégé l'OCDFO. L'OCDFO présente la particularité de faire les enquêtes en appui avec la police fédérale, leurs propres enquêtes et les enquêtes proactives. Il se fait qu'en 2002, la Belgique était impactée par les organisations criminelles d'un déficit de 2,2 milliards d'euros dans le cadre de ce que nous appelons les carousels à la TVA. Face à l'immensité de ce phénomène, et nous nous sommes mis à plusieurs à le faire, avec l'inspection spéciale des impôts, on a créé un système de data mining qui permet chaque mois d'avoir la détection des 600 000 personnes morales en Belgique, de celles qui ne remplissaient pas leur déclaration TVA, ce qui est le premier clignotant d'un éventuel carrousel à la TVA. Et par ce système, nous sommes passés de 2,2 milliards en 2002 à 45 millions d'euros d'impact en 2015-2016. En 2016, M. Jean Jambon, ministre de l'Intérieur, annonce qu'il supprime l'OCDFO, l'Office central. Là, on a gueulé. Là, on a gueulé. J'étais à la tribune de la Chambre.
j'étais sur les antennes de radio et de télé, au point que j'ai eu un allié, c'était Olivier Chastel, qui était président du MR, qui m'avait un jour téléphoné en disant « Vous voulez me voir ?» Je ne m'ai jamais demandé à rencontrer Olivier Chastel. Si vous voulez. Vous savez, le siège du MR est en face du palais de justice. Il dit « Je vous attends. » Je suis là dans 10 minutes. On traverse la rue. Mais moi, je suis pharmacien. Parlez-moi clairement. Une demi-heure plus tard, il me tutoyait en disant « Mais c'est très grave ce que vous me dites. » Et j'avais fait la même chose, évidemment, au PS, où j'avais eu toutes mes entrées, où déjà ça hurlait dans tous les sens. Et on a réussi à récupérer, dans un coma prolongé et artificiel, l'OCDFO, qui aujourd'hui continue à fonctionner avec 50% des effectifs que nous avions, l'OCDFO étant à la fois composé de policiers et d'agents du fisc. Un système qu'on nous envie dans le monde, dont on donne cours en France, à l'école de la magistrature, à la police française, avec notre système de détection et la lutte contre le carrousel et la TVA, les succès immenses que nous avons rencontrés. Vous devez savoir qu'en France, le montant des carousels et la TVA représente plus ou moins 30 milliards par an d'impact. Donc, voilà un exemple. Comment c'est possible ? Alors c'est vrai, actuellement, avec la faillite de la police fédérale, la diminution des moyens et l'augmentation des moyens, comme je vous ai décrit tout à l'heure, par l'immense fortune des organisations criminelles, nous sommes confrontés à une guerre injuste. C'est pas possible. Mais bon, il faut y croire, et comme je dis de temps en temps, vous savez, lutter contre les grands criminels avec nos moyens, c'est un peu poursuivre des Ferrari avec des 2 chevaux. Alors c'est pas en termes de vitesse qu'il faut calculer, il faut cultiver l'art de créer des embouteillages. Techniquement, c'est pas que j'ai des investissements à faire, mais comment on fait pour investir dans la brique en Belgique? Enfin, moi, je suis frappé dans mon coin, j'ai vu subitement en pleine campagne un truc assez marrant. C'est un supermarché qui s'installe, on se demande pourquoi, et qui fait une cave extraordinaire. Dans les supermarchés, en général, il n'y en a pas. Ils vendaient des chaussures. Je n'irai pas plus loin dans les détails. Ils ont fait faillite après un an, donc ils avaient un bâtiment de 40 mètres sur 60, avec un étage, et... Enfin, ça m'a semblé bizarre. Enfin bref, c'était peut-être tout à fait correct, mais il a fait faillite après 7-8 mois. Est-ce qu'on peut... Enfin, comment on fait pour passer dans les mailles du filet avec de l'argent sale, le blanchir dans l'investissement, sans qu'on puisse trouver à y lire, en fait? Non, comment vous détectez des fautes pareilles? Mais les techniques de blanchiment, il y en a des centaines. Donc, vous avez des techniques de blanchiment qui passent par des faux chiffres d'affaires. Vous avez des gens qui vont jouer au casino l'un contre l'autre. Vous avez un gain, ça devient blanchi. Vous avez, par exemple, vous achetez un immeuble et puis vous payez en noir des Roumains qui vont retaper l'immeuble, ou des Polonais ou des Brésiliens, ils vont retaper l'immeuble, il y aura une plus-value. Et puis vous revendez 2 ans plus tard avec une forte plus-value, l'argent est blanchi. Et en plus de ça, il n'est même pas taxé sur le plan des plus-values immobilières. Vous avez les techniques de fausse facturation. Vous avez dans la mafia de type marocain avec le RIF qui importe le cannabis, le système de fausse compensation commerciale qu'on appelle la Walla. Vous avez encore l'argent avec les mules qui vont verser ça encore dans les pays... et alors, quand vous avez besoin d'argent, les banques font des faux contrats qu'on appelle les back-to-back. Si vous avez la nuit, je veux bien continuer comme ça, mais bon, si vous saviez comme c'est facile. Et en fait, allez, je continue. Je vous ai déjà vu, notamment chez Colo, mais je parle Colo, ça pourrait être un autre parti, etc. Quelle est votre analyse du monde politique? Enfin, je pense qu'elle est claire, mais comment est-ce qu'on peut se regarder dans un miroir quand on est finalement au gouvernement, prenons ce parti-là en particulier, alors que je suis persuadé que tous ceux qui y sont savent très bien, et c'est ce que vous dites, on connaît depuis des années, comment on peut se regarder dans la glace en se disant qu'effectivement l'essentiel, on vous a traité monsieur 100 ou 10, je ne sais plus, millions là, et que c'est tellement clair, évident que les moyens ils sont là si on y met la volonté, en fait. C'est pas moi qui me suis appelé monsieur 100 millions, c'est à un certain moment à la presse, c'est beaucoup plus. La question que vous posez, je pense que c'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est à eux. Oui, Christian.
En fait, pour avoir lu certaines de vos déclarations, j'ai cru comprendre que vous étiez plutôt pour les transactions pénales, dans le cas de grosses fraudes financières. Et en fait, je cherche à comprendre finalement concrètement comment ça se passe une transaction pénale. Il y a le fraudeur. Est-ce que c'est d'un côté le fraudeur qui est assisté de son armée d'avocats, fiscalistes et autres? Et puis en face, quels sont les moyens, quelles sont les compétences? Est-ce qu'il y a les mêmes moyens, les mêmes compétences qui permettent d'aboutir à une transaction équilibrée? Voilà. Il y a d'abord l'histoire de la transaction pénale qui a été introduite alors qu'on était en plein gouvernement provisoire. Il n'y avait aucune raison de mettre une institution pareille en plein gouvernement provisoire, alors qu'on refusait de nommer des magistrats en disant « Attends, c'est un gouvernement provisoire. Hein. Bon. On va bouleverser l'équilibre judiciaire ». C'est tellement mauvais parce que c'est vite fait que tout le monde se plante. Ce n'est pas les Kazakhs. Hein. Ici, c'était le lobby de Diamantaire Anversois qui avait réussi à faire passer ça pour qu'ils s'en sortent. Et alors, la transaction pénale, c'est quoi? Eh bien, c'est une négociation entre le parquet et les personnes poursuivies. Le montant de la transaction est fixé en fonction, 1, du produit de l'infraction, 2, des amendes, et 3, de l'indemnisation des parties civiles, où le principe doit être admis, le débat pouvant encore se poursuivre au-delà. Aujourd'hui, d'une part, on peut se poser la question, est-ce que se faire recoudre une virginité la veille d'un mariage marocain, c'est un peu ça, hein. Avant le procès pénal, boum, transaction pénale, j'aurai pas de casier judiciaire, je me refais une virginité judiciaire. Quand on a les moyens. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu en tête la fable de La Fontaine, dont les animaux frappés de la peste, suivant que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. D'un autre côté, se dire que tant de procès sont voués par rapport à la dérive complète de nos institutions judiciaires. Oui, je ne vais pas vous parler de la justice qui est malmenée en Belgique de manière épouvantable. Hein. C'est une horreur complète. Hein. Et pas seulement la justice financière, je parle de la justice en général. Alors la transaction pénale, c'est un moyen d'avoir quand même quelque chose. Et alors le problème actuellement, c'est que moi je serais favorable à la transaction pénale pour éviter d'encombrer les tribunaux, à condition que le revolver soit tenu par le parquet sur la tempe de celui qui négocie, et pas l'inverse aujourd'hui, où on dit, bon, allez, on va vous donner comme ça un montant, et vous allez être content, et comme ça, tout le monde aura la paix. Et donc, moi, j'ai assisté dans mes dossiers à des transactions pénales où on couvrait à peine 10 à 15% du montant du produit de l'infraction détectée. Dans un cadre de délit d'initié, par exemple, la société holding, dans l'affaire Fortis, avait fait un bénéfice de 18 millions d'euros. Le parquet a négocié à 9 millions. Quand on a annoncé que les 9 millions étaient là, tout le monde m'a dit « c'est une plume à ton chapeau ». J'ai dit « c'est une catastrophe ». Et le lendemain, les actions de la société en question étaient parties vers le haut. C'est ça le problème aujourd'hui. Sont certains professionnels du droit et du chiffre, qu'il s'agisse des avocats fiscalistes, quelques-uns, d'experts comptables ou de réviseurs d'entreprise, on a quand même besoin d'eux pour procéder à l'évasion fiscale qui est quelquefois légale, même si elle est illégitime, mais qui quelquefois s'approche vraiment tout près de la fraude. Alors il y a plusieurs associations dans le cadre des Dubai Papers qui se sont dites, finalement, on constate quand même que les grands procès financiers, ça dure, on fait beaucoup de procédures, et puis les jugements sur le fond, on a du mal à les produire, alors on va porter plainte déontologique vis-à-vis des ordres professionnels concernés, notamment l'ordre des avocats et l'ordre des experts comptables. Et on s'aperçoit, sans être démagogue, que c'est vraiment quasiment impossible, on fait ça depuis presque 3 ans, de faire que ces instances professionnelles, qui brandissent quand même haut et fort leur code de déontologie, eh bien, ne renvoient pas carrément, et c'est le cas, les citoyens, 300, les associations, plusieurs centaines, dans leur camp, en disant, même quand on leur a dit votre plainte est recevable, le président du conseil de discipline de l'ordre des avocats dit non, moi je considère que votre plainte n'est pas recevable. Donc, on se dit, même citoyens ou associations motivées, c'est décidément impossible de faire bouger les choses. Il ne faut pas non plus tomber aussi dans
ce que moi j'appelle aussi, ce que nous appelons, je vais un peu exagérer, la théorie du complot, faisant référence à des dossiers que je connais, il n'y avait pas matière à poursuivre les avocats. Et c'est tout, et c'est comme ça. Il faut des motifs. Par contre, qu'il y ait des contre-stratégies des cabinets d'avocats dans les grands dossiers financiers, la réponse est oui, en ce compris des attaques personnelles contre les magistrats. Et là, il n'y a rien moyen de faire, parce que nous ne sommes pas armés pour cela, et quand le magistrat passe à travers les gouttes, ils vont tous estimer que c'est de bonne guerre. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de bonne guerre. Donc, on n'a pas toujours facile, hein, ça je peux vous le dire. Vous savez, Cicéron, qui combattait la corruption publique, Octave, avant d'être Auguste, lui a fait couper la tête et les mains. Oui. Vous parliez en introduction, entre autres choses comme ça, de multinationales, notamment états-uniennes, qui siphonnent les données personnelles de manière tout à fait illégale et en toute impunité. Non, légal. L'Europe, c'est... Légal. Eh bien, oui et non, parce que l'Europe s'est dotée du règlement général de protection des données, qui est arrivé dans un contexte politique spécifique, les révélations d'Edward Snowden, etc., grosses affaires de un peu de corruption, beaucoup d'autres choses aussi au niveau du Parlement européen, mais ce truc assez improbable arrive et donne de véritables moyens d'action aux autorités de protection de données nationales pour aller chercher jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel des sociétés qui sont prises en faute comme ça. Dès le jour d'entrée en vigueur du règlement, des dossiers sont partis, notamment de la France, vers les principales multinationales en question. Un seul a abouti, les autres coincent tous. Au niveau de l'Irlande, où l'autorité de protection des données mystérieusement perd les papiers, oublie de recontacter les gens, des choses extraordinaires, enfin, des gens visiblement un peu désorganisés, mais voilà. Peut-être la barrière de la langue, on n'en sait rien. Et quand un dossier aboutit finalement, plutôt que d'aller taper sur, quand la faute est avérée, la possibilité légale de facturer très cher, faire payer, faire vraiment un avertissement, etc. Et là, on se rend compte que l'autorité qui est en mesure de prononcer ça demande finalement 3 cacahuètes, alors qu'elle a, théoriquement en tout cas, toute la possibilité de demander beaucoup plus. Donc, ça pose la question de même quand on a finalement plus rien à faire et qu'il n'y a plus qu'à décider de la sanction et qu'on peut finalement avoir une... on n'est pas dans le cas de la transaction pénale où on veut bien donner de trucs pour faire plaisir. Ici, on peut vraiment avoir quelque chose qui ressemble un minimum à de la justice par rapport au préjudice qui est subi. On ne le fait pas. Donc, ça pose aussi la question des pressions qui doivent exister d'une manière ou d'une autre sur ces autorités dites indépendantes, sur la façon dont elles sont menées, sur qui fait ceci, cela, machin, etc. Et ça me rappelle une anecdote d'ailleurs d'une de mes connaissances qui travaillait à l'inspection spéciale des impôts et qui s'amusait régulièrement à dire que dès qu'un dossier commençait à pointer, même de très loin, vers un ministre en exercice, un supérieur hiérarchique reprenait le dossier, probablement pour mieux s'en occuper avec davantage de professionnalisme. Mais on ne savait jamais ce que devenait le dossier. Est-ce que ça ne pose pas les questions, finalement voilà, même si on parvient à arriver au bout du processus, qu'on évite de jeter le papier à la poubelle lors des différentes étapes où qu'il glisse malencontreusement dedans, ou que sais-je, au final... Et ta question je ne suis pas très bon à définir les questions, mais je pense que c'est assez clair. Finalement, à quoi ça sert encore de jouer, je veux dire, dans des conditions pareilles. Ça vaut toujours la peine. Hein. Il y a quand même des résultats néanmoins. Alors j'admets que par rapport à la protection des données, mais quand on se branche sur WhatsApp et Google, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est avec notre consentement. Avec le fait de savoir que ça va être effectivement exploité en ce sens. Maintenant, bon, il y a une... les États-Unis ont des amendes extraordinaires. Hein. Donc, quand ils rentrent dans le chou de l'entreprise, ça peut monter très très haut. L'Union européenne aussi, notamment dans le domaine concurrentiel, a des amendes extrêmement élevées. Le problème qui pourrait être effleuré par rapport à votre intervention, c'est la puissance des lobbies. Il y a différents types de lobbies. Il y a le lobby qui va présenter un produit en disant « c'est un bon produit », et il y a le lobby qui va dire « vous ne pouvez pas faire ça, sinon ça va mal se passer ».
Et puis il y a le lobby qui dit si vous faites ce qu'on vous dit, vous allez être rémunéré. On revient à la corruption au sens basique du terme, et ça existe aussi. Alors ça, c'est aussi des choses dont il faut constater l'existence, et vous savez, lutter contre cela n'est évidemment pas facile. À l'Union européenne, il y a une très bonne police qu'on appelle l'OLAF. Ils ont quand même pas mal de résultats, l'OLAF, par rapport à des corruptions au sein du système européen, c'est-à-dire des institutions européennes. Tout n'est pas foutu, je n'ai pas dit cela. L'intérieur des institutions européennes, mais avec des collaborations notamment, ils nous donnent des coups de main dans le sens policier qui sont intéressants. Nous avons des institutions à La Haye qui sont très très fortes, comme Eurojust et Europol, collaboration entre les magistrats, collaboration entre les policiers, nous y allons tout le temps. Là, il y a vraiment... Le parquet européen vient d'être créé avec la lutte contre la criminalité financière qui impacte l'économie européenne, avec des procureurs européens. Il y a des choses qui se font, mais par rapport à l'immensité du phénomène, c'est beaucoup trop peu. Comme je le disais tout à l'heure, les institutions continuent à se déliter, alors que la puissance des organisations criminelles augmente par les techniques et par la puissance de l'argent qui est blanchi et qui est réinvesti. Et c'est en ça que les problèmes se posent. Alors, il n'y a pas que les organisations de type Cosa Nostra et autres, il y a aussi des organisations criminelles qui sont tout simplement des gens qui se mettent ensemble pour commettre des méfaits, comme un carrousel à la TVA ou autre, ou le trafic de cannabis, alors qu'il faudrait libéraliser cette crasse, parce que si on va ici, en 30 secondes, on se trouve un paxon. Autant alors éviter la mafia et l'influence de la mafia à cet égard. Alors, très important aussi tout à l'heure, dans une remarque qui avait été faite, il y a un très bon film, en réalité c'est un très bon bouquin de John Grisham, s'appelle The Firm. Alors The Firm, c'est quoi? C'est l'histoire de l'avocat qui se retrouve dans un cabinet dont le but est de blanchir l'argent de la mafia d'origine italienne en Amérique. Il se fait piéger par le FBI. Il ne va pas livrer les clients, mais il va livrer son cabinet d'avocat dans le cadre d'une fraude commise aux frais d'honoraires, qui peut entraîner des peines gigantesques. Et l'avocat de dire au FBI, je ne vous ai pas livré les clients parce que je suis tenu par le secret professionnel, mais je vous ai livré le cabinet d'avocats. Parce que si vous voulez combattre les mafias, il faut justement d'abord commencer par arrêter leurs avocats. Et ça, c'est tout à fait vrai. Parce que sans les professionnels du chiffre, le blanchiment ne peut pas se réaliser. Et c'est en cela que le premier combat doit être mené. Voilà, question. Ah oui, pardon, madame. Le classement de certains pays se trouve en tête, voilà, pour la bonne notoriété, notamment. Est-ce que vous pensez que c'est dû aux moyens ou à une espèce de moralité intrinsèque à ces pays, ou bien les deux? Les deux, donc voilà. Donc la Belgique est épinglée, on est en recul par rapport aux années précédentes. Par rapport à une non-volonté gouvernementale, notamment de répondre aux recommandations à la fois du groupe de répression de la corruption dont je vous ai parlé, mais aussi du groupe d'action financière, qui fait partie du même phénomène d'évaluation de la Belgique en termes de lutte contre le blanchiment d'argent, où nous sommes très en retard. Les deux vont de pair. Voilà, je pense que Daniel va clôturer s'il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, je remercie Je vous laisse. Pierre Claes, évidemment, pour cette intervention qui est très documentée, qui va peut-être nous plomber un peu le moral. Et en même temps, je crois qu'il y a quand même quelques espoirs. Enfin, il y a un travail qui se fait, ça c'est clair, effectif. Ça a été bien démontré aussi. Donc il faut, chacun peut-être essayer de sensibiliser le monde politique où qu'on soit, pour que les moyens suivent et soient renforcés au niveau du pouvoir judiciaire, notamment, qui en manque terriblement, surtout au niveau de la délinquance financière, mais partout. Comme vous l'avez dit, c'est clair que le pouvoir judiciaire est vraiment en état de faillite, de quasi-faillite dans notre pays. Et là, tout le monde est perdant, c'est clair. Et la conscientisation, c'est aussi les médias. Donc, c'est les médias. Et nous, faisons un travail d'éducation permanente. On essaie de faire un travail d'éducation permanente toute l'année. Et donc, on va continuer, en tout cas, à dénoncer ce genre de choses. Et je remercie le juge Claes d'avoir participé à cette conférence. Merci à vous.